vous écoutez les podcasts d'Authentic Talent. Je suis Chloé Toiti, fondatrice d'Authentic Talent, qui est un cabinet de conseil en talent management, également distributeur officiel de Hogan Assessment en France. Et chez Authentic Talent, on a la chance d'accompagner des structures de toute taille et de tout secteur autour de leurs enjeux de sélection, d'accompagnement individuel ou collectif. Et on a créé ce podcast pour aller explorer avec des dirigeants et des experts RH les différents enjeux humains d'aujourd'hui et de demain. Bonjour Marianne, ravie de te recevoir aujourd'hui dans le podcast. Je vais te présenter pour les personnes de notre audience qui te connaîtraient peut-être pas encore. T'hésites pas à me couper, à me corriger si besoin. Très bien. Donc, en termes de parcours, t'as démarré avec du droit. Donc, t'as fait un master de droit social, t'as passé le barreau et puis t'as exercé dans 2 cabinets d'avocats pendant 7 ans à peu près. Ouais. Et puis ensuite, t'as décidé de faire un saut et de passer côté client, côté entreprise. T'as rejoint UPS en tant que responsable juridique, avant d'avoir l'envie de basculer aussi côté start-up et de rejoindre Blablacar. Sacrément une aventure intéressante, j'imagine, à cette époque-là en plus. Ouais. D'abord, du coup, côté juridique, encore une fois, avant de passer HR manager. C'est ça, exactement. Très bien résumé. Et puis, dans la suite de cette aventure, t'as rejoint Big Mama en tant que DRH France, puis Care pendant la période Covid, c'est ce qu'on se disait en off, encore une fois côté RH évidemment, et puis t'as rejoint Rakuten depuis janvier 2022 en tant que Chief People Officer. Je pense que tout le monde connaît Rakuten, mais je te laisse quand même dire quelques mots dessus. Oui, alors Rakuten, c'est un peu un shopping mall digital sur lequel tous nos marchands peuvent vendre des produits de différentes catégories et avoir ainsi accès à toute une communauté d'acheteurs qui achètent sur Rakuten. Et par ailleurs, on leur offre aussi des services innovants pour leur permettre de développer leur activité en tant que marchand et de vraiment se concentrer sur toute la vente et ne pas avoir à se soucier d'autres aspects comme par exemple la logistique, puisqu'en 2022, nous avons lancé ce qu'on appelle le RFN, Rakuten Fulfillment Network, qui est un service logistique donc à destination de nos marchands. Et on a 3 piliers de notre vision, qui est la digitalisation inclusive de nos marchands, le soutien au pouvoir d'achat et enfin l'économie circulaire. Et le soutien au pouvoir d'achat, je peux l'illustrer par un service qu'on appelle le Club Air, qui est notre programme de fidélité et qui est très concrètement un programme de cashback qui permet à tous les acheteurs de bénéficier donc de cashback sur les achats qu'ils effectuent sur la plateforme Rakuten, mais également auprès d'environ 12 000 partenaires tels que Lego, Nike, etc. Super intéressant, j'étais pas au courant. Et ici, on avait besoin de quelques chiffres clés pour se représenter Rakuten, je sais pas, le nombre de salariés, le chiffre d'affaires, est-ce que tu peux nous donner? Alors, le nombre de salariés, on est 300 environ. Okay. À peu près. On appartient à un groupe qui emploie, lui, environ 25 000 collaborateurs à travers le monde, qui offre 70 services dans le digital sur une 30aine de pays, allant de l'IA au fintech, aux télécommunications et bien sûr à l'e-commerce. Ok, intéressant. Merci déjà pour cette précision et cette présentation de Rakuten. Alors Marianne, comme la plupart de mes invités, quand je t'ai contactée pour qu'on puisse échanger sur ce podcast, je t'ai proposé de choisir une thématique qui te tenait à cœur et tu m'as répondu rapidement l'engagement. Oui. Et je sais que c'est un sujet dont on parle beaucoup. D'ailleurs, on en a un petit peu parlé ensemble. C'est vraiment un sujet, je pense, qui est d'importance pour pas mal d'entreprises. Pourquoi est-ce que toi, tu as eu envie de le traiter aujourd'hui ? Alors c'est un sujet qui, c'est vrai, on en parle beaucoup, mais il y a un aspect aussi très concret, il y a une façon très concrète d'adresser ce sujet, on aura sûrement l'occasion d'en parler un peu plus tard, et ça présente des enjeux quand même fondamentaux, en fait c'est ce qui va sous-tendre et un peu transcender, j'ai envie de dire, toutes les politiques RH et tout ce qu'on fait quelque part, c'est pour créer cet engagement. Et on constate que quand il n'y a pas d'engagement ou quand l'engagement est faible dans une équipe, dans une entreprise, ça a des impacts très concrets sur la performance, sur la productivité et donc ça a vraiment un impact économique
Je sais que le Gallup Institute, qui est un peu l'Ipsos américain, en tout cas sur ces sujets-là, le mesure d'ailleurs en millions et millions de chiffres d'affaires, même en pourcentage de PIB. Et d'ailleurs a fait une étude aussi qui montre qu'en Europe, l'engagement est assez faible. Il est d'environ 14%. Et en France, encore plus faible. D'ailleurs, je crois qu'ils évaluent ça à 6%. Après, les critères selon lesquels ils chiffrent ce taux d'engagement, bien sûr, on peut toujours les discuter, mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils corrèlent vraiment l'engagement avec la productivité, la performance, et donc ça devient un KPI économique presque pour l'entreprise. Ouais, c'est hyper intéressant et je pense qu'on a un peu la réponse de pourquoi est-ce qu'on en parle autant depuis les dernières années, parce que depuis qu'on a tous ces chiffres-là, à la fois, comme tu le dis, la corrélation, elle a été démontrée entre le niveau d'engagement des salariés et la performance. À la fois, effectivement, ils avaient chiffré, je pense qu'on a eu la même étude, à plus de 1000 milliards dans le monde, le coût du désengagement dans les entreprises. Donc, évidemment qu'on a envie de se saisir de ce sujet-là. Peut-être pour éviter déjà les incompréhensions ou les imprécisions, c'était quoi toi ta définition autour de l'engagement? En fait, il y a plusieurs définitions. Le Gallup en donne une et certains outils aussi de mesure d'engagement en donnent aussi. Je crois que la mienne, ce serait qu'est-ce qui fait la différence entre des collaborateurs qui travaillent et performent même et réalisent leurs objectifs, atteignent leurs objectifs, et des collaborateurs qui sont vraiment embarqués, qui adhèrent et qui sont embarqués par la mission, la vision de l'entreprise et qui viennent au travail pour vraiment porter le projet et les objectifs de l'entreprise et pas seulement les leurs ou celles de leur équipe. Et donc, un des leviers principaux, justement, c'est vraiment de bien définir cette vision, mission et les valeurs, de les communiquer à tout au long du cycle de vie des salariés, de l'embauche aux entretiens de revue de performance, par exemple, et de s'assurer qu'il y a un vrai alignement. Et puis aussi, surtout, je pense que ce qui est très important, c'est d'avoir un management qui incarne aussi tout ça, et notamment les valeurs, et qui soit exemplaire. Et c'est quelque chose qu'on retrouve assez fortement dans la culture start-up. Moi qui ai eu la chance de faire les deux, c'est-à-dire une entreprise plus ancienne, multinationale et une organisation complexe, et aussi les startups. T'as vu des choses très différentes du coup sur ce sujet-là ? Très différentes. Ouais. Oui, très différentes. Si tu peux nous donner des exemples, qu'est-ce qui est peut-être le plus significatif en termes de différence ? Et le plus significatif, c'est la recherche en startup de ce qu'on appelle l'esprit entrepreneurial. Et le terrain de jeu qu'on laisse aux collaborateurs qui est beaucoup plus important que dans des plus grosses structures, parce que les initiatives individuelles non seulement sont accueillies mais sont même demandées. On demande aux collaborateurs d'être beaucoup plus proactifs et de prendre des initiatives, de proposer des choses, des changements, alors que dans des structures plus importantes, plus anciennes, il y a peut-être un lien hiérarchique qui fait que à chaque fois qu'on veut proposer quelque chose d'un peu nouveau, déjà il faut commencer par avoir la validation du manager, et c'est souvent très processé avant de pouvoir vraiment porter un projet jusqu'au bout. Donc l'impact qu'on a est peut-être moins évident. Et souvent, les collaborateurs qui rejoignent les startups, c'est pour ça, c'est parce qu'ils ont envie d'avoir de l'impact. Toi aussi, du coup ? Oui, complètement. Complètement, mais justement, et cet esprit entrepreneurial, on ne peut pas l'avoir si l'entreprise n'a pas conscience aussi de l'engagement. Enfin, c'est très lié. On peut pas avoir cet esprit entrepreneurial si on n'adhère pas pleinement à la mission, vision, aux valeurs, aux méthodes de management. Et donc, ces sujets sont très liés. Et en start-up, c'est un sujet sur lequel on est très attentif. L'engagement, justement.
C'est hyper intéressant et effectivement, il y a plusieurs leviers que tu nous cites. Je sais qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui de temps en temps peinent un peu entre ce qu'elles écrivent comme vision ou comme valeur et puis finalement ce qui est réellement incarné par les managers au quotidien. Est-ce que sur ce sujet-là, il y a des bonnes pratiques que tu as pu observer ou des choses que tu as pu mettre en place dans les différentes entreprises dans lesquelles tu es passé? Oui, alors il y a toujours sur les valeurs plus particulièrement, il y a toujours ce débat et ça dépend des startups. Est-ce qu'il faut que les valeurs soient définies par les collaborateurs dans une démarche bottom-up ou alors est-ce que c'est aux founders dans les startups de définir ces valeurs et ensuite de les diffuser? Moi, j'ai personnellement pas de parti pris. Je pense que ça dépend du stade de développement de l'entreprise, ça dépend de l'état d'esprit des founders et des collaborateurs aussi, mais c'est sûr que les founders, surtout encore une fois en start-up, puisque ce sont des entreprises plutôt jeunes, c'est quand même eux qui impulsent énormément les choses et après, bien sûr, on peut faire des workshops tous ensemble pour les développer et développer ces valeurs et s'assurer qu'elles sont diffusées. Mais c'est quand même beaucoup, ça vient énormément des founders et de leur histoire et de ce que eux envisagent pour leur entreprise. Ouais. Bon, je te rejoins complètement là-dessus. C'est vrai que nous, en regardant les entreprises avec lesquelles on travaille au quotidien, on se rend compte que parfois une des erreurs, ça peut être effectivement de vouloir créer de façon trop participative ce descriptif. Et derrière, c'est risqué parce qu'en fait, dès qu'il y a une situation de crise, les fondateurs vont prendre des décisions qui sont liées à leur propre système de valeurs. Et s'il est trop différent de ce qu'on a promis, ça crée quand même de l'incohérence et ça pour le coup ça peut être franchement désengageant. Donc Oui, c'est vrai. Et puis il y a aussi ce débat autour de est-ce qu'il faut d'abord définir les valeurs, ensuite la stratégie? Est-ce que c'est la stratégie qui vient définir les valeurs? Et justement, quand les valeurs sont vraiment bien posées et définies par les founders, ça devient aussi un peu le pivot. Et derrière, on voit des entreprises arriver à changer de stratégie, virer de bord, développer des nouvelles activités, parce que c'est finalement le pivot, les piliers, ça reste les valeurs, et tant que tout se construit quand même en tenant compte de ces valeurs, ça fonctionne. Et les salariés les collaborateurs peuvent adhérer à n'importe quelle stratégie tant qu'elle répond à leurs valeurs, et difficilement l'inverse. Oui, clairement, complètement d'accord avec toi. Alors je sais, et puis tu me l'avais dit, que c'est un sujet sur lequel tu as beaucoup bossé aussi très concrètement, de différentes manières aussi. Est-ce que tu serais prête à partager justement aujourd'hui, des éléments et des exemples concrets de ce que tu as pu mettre en place pour développer l'engagement dans les entreprises où tu es passée? Oui, alors dans plusieurs des entreprises dans lesquelles je suis passée, je pense à Blablacar, à Care, mais aussi d'ailleurs à Big Mama où je suis restée moins longtemps, mais on avait vraiment pris le parti de mettre en place un outil parce que on veut pas que ce sujet de l'engagement reste un concept, on veut pas que ça reste du ressenti et on veut vraiment mesurer cet engagement. Alors ça paraît un peu étrange, un peu contradictoire, paradoxal en tout cas de mesurer quelque chose qui semble abstrait, mais il y a des outils maintenant, des outils assez puissants qui via des enquêtes d'engagement, des outils de pulse, viennent vraiment mesurer. Alors avec des choses très concrètes. Souvent, le contenu de ces outils, de ces enquêtes, comporte 4 parties. C'est moi dans l'organisation, moi, mes forces, mes valeurs, mon expertise. Souvent, le deuxième niveau, c'est moi et mes collègues, mon équipe ou mes collègues d'autres équipes, mais donc avec un lien horizontal. Ensuite, il y a moi et mon management, mon manager, ma hiérarchie. Donc là, avec qui induit un lien hiérarchique. Et enfin, 4e niveau, l'entreprise. Alors là, c'est encore un niveau au-dessus, encore un peu plus abstrait, puisque c'est une entité, c'est une personne morale, l'entreprise. Mais c'est là aussi où on retrouve ces aspects de mission, vision, valeur. Et via toute une série de questions,
cet outil va permettre vraiment, un peu comme on peut faire évidemment le parallèle avec les approches marketing qui mesurent la satisfaction client et la fidélité des clients. Eh bien, sur le même principe, là où le marketing c'est le Net Promoter Score, ces outils arrivent à définir un ENPS, donc un Employee Net Promoter Score, avec des algorithmes très poussés que je ne maîtrise évidemment pas, mais donc via ces enquêtes. C'est des enquêtes qu'on peut vraiment moduler. Souvent, les outils permettent qu'on rajoute nous-mêmes aussi des questions si on pense qu'il y a des sujets qui ne sont pas forcément couverts. Et puis, on peut décider, selon le stade de développement de l'entreprise, selon si on est en hypercroissance ou plutôt dans une phase moins rapide de développement, de faire ça chaque trimestre, chaque mois, et puis faire quelque chose de plus complet chaque année. Nous, il nous arrivait aussi, lorsqu'il y avait un gros changement dans l'entreprise, quel qu'il soit, que ça soit un changement d'organisation ou un changement au niveau de l'activité ou de la stratégie, aussi de faire des choses un peu ponctuelles pour voir comment les équipes pouvaient réagir et faire face à ces changements. Et donc voilà, ça donne vraiment un ENPS qu'on peut avoir par équipe, donc il y a une granularité qui est assez intéressante. Alors c'est vrai que la question qui se pose justement sur la granularité, en tout cas qui me remonte très souvent dans des entreprises dans lesquelles le climat peut-être est pas extrêmement positif, c'est des salariés qui des fois peuvent avoir un peu d'appréhension à livrer vraiment leur avis sur ce type d'enquête en se demandant jusqu'à quel niveau de granularité on va pouvoir descendre. C'est vrai, oui, c'est toujours la crainte. Alors je pense encore plus dans les entreprises tech. Où on a des métiers qui savent très bien comment tout ça fonctionne et peuvent craindre que l'anonymat ne soit pas toujours respecté. Les outils ont souvent leur façon d'adresser ce sujet. Généralement, ils regroupent les petites équipes de façon à ce qu'il y ait un minimum de collaborateurs dans chaque équipe. Et puis, souvent, ces enquêtes, c'est un rating sur une question donnée et aussi des verbatims. Donc, on peut, si on veut éviter d'être démasqué, ne pas mettre de verbatim et juste noter. Bon, une note, c'est quand même très difficile d'aller deviner qui a mis quelle note. Donc, il y a quand même des garde-fous. Et puis, voilà, nous, on n'a pas accès à l'outil. Nous, on a des restitutions, mais bien sûr, c'est un prestataire. Enfin, c'est un tiers qui fait les enquêtes externes. Donc bon, il y a pas. Et puis en plus, vraiment, si nous on commence à se demander qui a dit ça, bon, c'est pas l'objet. C'est pas du tout l'objet. Justement, l'objet, c'est d'avoir vraiment des feedbacks à l'échelle et d'avoir des retours en masse plutôt que des discussions qu'on peut avoir aussi, bien sûr, parce qu'on reste quand même très proche de nos équipes. Mais là, l'idée, c'est d'avoir un maximum de feedback d'un maximum de personnes. Donc, on n'a juste pas le temps d'aller regarder et zoomer en particulier sur les feedbacks. Alors après, effectivement, je pense que le sujet, moi je trouve ça très important aujourd'hui dans tous les sujets RH de pouvoir mesurer et d'amener justement un petit peu de data derrière l'ensemble des éléments, sinon on reste toujours sur cette idée que tout est intangible et qu'on peut pas vraiment mesurer l'impact aussi de ce qu'on fait. Comment est-ce que toi, tu as pu justement adresser tout ce qui ressortait de ces enquêtes-là pour justement dépasser le stade de la mesure et vraiment mettre en place des choses? Oui, ce que tu dis, Chloé, c'est clé parce que si on ne fait que demander des feedbacks sans agir derrière, forcément, on a un taux de participation qui réduit et ça, on le voit systématiquement. Donc, nous, le parti qu'on avait pris dans certaines des entreprises où j'ai pu être, notamment chez Care, eh bien, on faisait des restitutions par équipe. On avait même donné la main au manager parce que pour nous, ça devient un outil de management. Et pour un manager de pouvoir avoir du feedback en masse et en temps réel, c'est un outil extrêmement précieux de pouvoir assez rapidement spotter des choses qui fonctionnent pas bien. Et donc, on faisait des restitutions par équipe et ensuite, ce qu'on leur proposait,
parce que ces outils facilitent tout, hein. Enfin, moi, je pourrais plus faire de la RH sans ces outils-là. Ils te ressortent par équipe tes forces, tes axes d'amélioration. Et donc, souvent, au moment de la restitution, enfin, à la fin, on disait, voilà, donc, un petit résumé, voilà les forces de l'équipe, les axes d'amélioration. Est-ce que tes salariés seraient intéressés pour adresser ces sujets? Parce que on avait envie d'avoir une démarche vraiment bottom-up, déjà pour des questions de moyens et d'organisation et de temps, parce que on peut pas adresser tous les sujets de tous les équipes, ça malheureusement, et aussi parce que justement on n'avait pas envie que ça soit des actions décidées par les RH et imposées et cascadées aux équipes, et on pensait que ça aurait vraiment du sens pour les collaborateurs eux-mêmes de prendre le sujet. Donc souvent ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils refaisaient un tour de l'équipe. Alors là, c'est plus anonyme. Ouais. Mais ils refaisaient un tour de l'équipe pour vraiment creuser le sujet, en tout cas avec ceux qui avaient envie de partager leur feedback. Et ensuite, ils pouvaient réfléchir à des plans d'action. Et là, à ce moment-là, on se revoyait, on faisait des points d'étape et puis on se revoyait pour voir comment mettre en place ces actions. Est-ce que ils peuvent vraiment le gérer eux de leur côté ou est-ce que ça nécessite une intervention d'équipe RH? Et très concrètement, c'est quoi le type d'actions qui ont été proposées justement dans cette logique bottom-up? C'est quoi les sujets vraiment dont ont voulu s'emparer plutôt les salariés suite à ces enquêtes? Alors, comme toujours, le sujet qui revient très souvent, c'est le management. Bien sûr. On a eu un cas très concret dans une de mes précédentes entreprises. Et c'est là où c'est vraiment intéressant parce que nous, on sentait qu'il y avait un management un peu toxique dans une équipe en particulier. Mais voilà, ça reste du ressenti. Et c'est assez difficile pour un collaborateur de venir de façon non anonyme dénoncer des manquements d'un manager. Même si on a une relation, j'espère, de confiance, mais ça reste quand même délicat. Et donc, cette enquête, de par l'anonymat qu'elle offre, avait permis un peu aux langues de se délier. Et lorsqu'on a vu l'équipe, alors pour le coup, on a vu l'équipe sans le manager, on en a beaucoup discuté et la décision a été prise. Alors, c'est la décision de la direction. Évidemment, une telle décision, on ne peut pas demander à des collaborateurs de la prendre ni d'y adhérer, mais donc on a décidé de licencier ce manager. Voilà, un exemple très concret. Ouais, c'est hyper intéressant parce que parfois, on parlait dernièrement de management toxique justement, donc ça tombe très bien de faire ce lien-là et on disait que les salariés parfois peuvent se sentir un peu démunis. Oui. Comme tu le disais, c'est parfois délicat d'aller aborder le sujet avec la RH, même si la RH est en proximité, puis ça dépend encore une fois des entreprises, mais de se dire qu'effectivement il peut y avoir des vraies solutions, des vraies actions qui émergent de ce type d'enquête et que c'est pas simplement je coche la case de j'ai fait l'enquête et j'ai demandé à mes salariés de dire comment ils se sentaient en fait. Exactement. Oui, non, mais c'est le but. Le but, c'est vraiment d'adresser les choses. Et d'ailleurs, souvent derrière, on remesure sur les axes précisément qu'on a voulu adresser pour s'assurer qu'on est allé dans le bon sens. Parce qu'il y a des sujets quand même aussi plus complexes. Souvent aussi, un point qui peut ressortir, c'est la coopération entre deux équipes. Et donc là, ce qu'on met en place, donc un manager toxique qu'on licencie, c'est radical, a priori tout va bien. Et bon, après faut recruter le bon manager, mais sur la coopération, tu vas pas virer les deux équipes. Voilà, sur la coopération, tu vas pas virer les deux équipes et c'est pas des actions forcément court terme et en tout cas hyper efficaces tout de suite. Donc on avait réfléchi à tout un plan d'action. On avait même, alors là c'était coopération entre deux équipes. Où là, pour le coup, dans de nombreuses boîtes, j'ai pu voir que ces deux équipes parfois avaient des sujets de coopération. Donc, c'est entre les sales et le user care. Effectivement. J'aurais pu te le dire. Voilà, c'est assez classique comme sujet. Et c'est très logique en réalité. Pourquoi il y a des difficultés de coopération. Donc, on avait vraiment identifié là pourquoi la coopération pouvait être compliquée. Souvent sur les plateformes digitales, ils vont adresser, alors je donne des exemples, mais l'un va adresser les professionnels de santé, l'autre les patients ou les marchands et l'autre les acheteurs. Et donc on avait vraiment identifié où étaient
les difficultés de coopération. Et ensuite, on avait mis en place des actions, donc vraiment définir des objectifs communs, avoir mieux conscience des enjeux les uns des autres. Et c'était intéressant parce qu'on avait travaillé avec l'IPH, l'Institut des potentiels humains, et on avait commencé l'atelier en se disant comment est-ce que on pourrait ne pas du tout bien coopérer et ne pas du tout bien collaborer. Donc être dans une communication agressive, ne pas s'intéresser à l'autre, ne pas avoir connaissance des enjeux et des objectifs de l'autre équipe. Et donc ensuite, à contrario, comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça? On avait mis en place tout un plan d'action et on avait fait le suivi surtout. Parce que l'idée, c'est pas que ça soit un travail qu'on fait one shot et tout le monde est super content en sortant du workshop et tout le monde est super emballé. Et puis au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, chacun est retourné dans son quotidien, dans son opérationnel et a un peu oublié. Et ça, c'est un vaste sujet parce qu'en fait, quand il n'y a pas de suivi, après, toutes les initiatives suivantes génèrent quand même beaucoup moins d'enthousiasme. Donc, je pense que c'est toujours la même difficulté à laquelle on se retrouve. C'est vrai. Et ça demande beaucoup d'énergie et ça demande l'implication, évidemment, des managers, des directeurs et aussi, bien sûr, de l'équipe RH pour assurer ce suivi. Mais je trouve ça hyper intéressant, effectivement, en tout cas, ce côté bottom-up sur le sujet de l'engagement, parce qu'effectivement, encore une fois, les RH parfois peuvent être un peu submergés par le nombre de sujets à gérer. Tu confirmes, je pense. Et donc, du coup, de pouvoir répartir l'engagement, c'est le sujet de tout le monde aussi. Et puis, c'est le sujet des managers. Donc, c'est intéressant de pouvoir le répartir. Il y a le sujet, du coup, de l'enquête dont tu me parles et qui est hyper intéressant si on l'exploite bien. Tu nous as donné quelques clés là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres solutions ou d'autres bonnes pratiques que tu as exploitées autour du sujet de l'engagement? Oui, alors, c'est vraiment ces outils qui permettent d'avoir de la data concrète, factuelle, finalement. Mais souvent, les outils offrent aussi des petites fonctionnalités qui peuvent être assez intéressantes. Je sais qu'un des outils que j'utilisais permettait aux managers, aux directeurs, en tout cas à tous ceux qui avaient accès aux données, au feedback, de dialoguer avec un salarié. Alors, ça veut pas dire qu'il en connaît pour autant l'identité, mais par exemple, de dire le sujet que tu soulèves ici est hyper important, est-ce que tu serais d'accord pour m'en dire plus? Un chat, en fait. Un chat, exactement, un chat. Et donc, après, le collaborateur pouvait décider de ne pas répondre parce qu'il voulait garder l'anonymat, ou alors se sentait un peu plus, était un peu plus enclin à aller voir la RH ou le manager et en parler directement. Il y a des outils aussi, alors bon, je le cite, c'est Supermood qui permet de faire des super likes. Okay. C'est marrant, c'est envoyer des super likes parce que l'idée, c'est un peu aussi la reconnaissance. Ça, c'est quand même bien sûr aussi un des leviers, je dirais, de l'engagement. Il y a tout le socle de la mission vision, des méthodes de management, des méthodes de prise de décision, mais il y a aussi beaucoup plus simplement la reconnaissance. Et voilà, l'outil permettait des fonctionnalités un peu qui sont un peu ludiques, mais parce que c'est un sujet qui est toujours assez difficile, la reconnaissance. Pareil, ça peut être plein de choses, mais voilà, des petites fonctionnalités comme ça, c'est assez intéressant aussi. Ouais. Alors j'entends déjà la question qui m'est posée archi régulièrement en ce moment, et du coup je ne doute pas que les gens auxquels je pense sont en train de se la poser en t'écoutant. Est-ce qu'il y a des sujets générationnels autour de l'engagement, et notamment quand tu parles de super like, est-ce que il y a une génération qui a été plus élevée dans cette logique du super like, par exemple? Oui. Est-ce que t'as retrouvé des choses même concrètement dans ce que t'as fait? Oui. Alors c'est peut-être pas si concret que ça, mais oui, il y a un sujet générationnel et je trouve personnellement que cette nouvelle génération Gen Z, autre, est hyper inspirante parce que ce à quoi ils aspirent n'est pas tellement différent de ce à quoi moi, par exemple, quand je suis rentrée sur le marché du travail, j'aspirais, mais c'est assumé chez eux.
Alors, il demande pas, je pense pas que la requête qu'il formule soit je veux être engagé, parce que ça, c'est une conséquence. L'engagement, c'est une conséquence de la politique de l'entreprise et de la culture de l'entreprise. En revanche, tous ces sujets de quête de sens, de rapport au travail, de flexibilité, d'équité, là aujourd'hui on parle énormément du sujet de transparence des salaires et du fait de demain devoir vraiment objectiver pourquoi on augmente telle personne et pas une autre, pourquoi on donne telle prime qui concerne telle population et pas une autre. Donc tous ces sujets d'équité, de flexibilité et de quête de sens, en réalité, on les avait aussi, mais le rapport au travail était tel que on pensait que ces besoins n'étaient pas légitimes et n'avaient pas vraiment leur place au travail, et qu'on était beaucoup plus dans l'acceptation de ce que l'entreprise avait à nous offrir. Et donc, l'engagement devient d'autant plus important et un KPI vraiment intéressant parce que ça va permettre de savoir si, par exemple, au sein des plus jeunes qui rejoignent l'entreprise, on répond à leurs besoins et on répond à leurs aspirations. Là où avant, c'était peut-être moins important, moins... Ouais, moi le sujet. Et puis la guerre des talents, évidemment, renforce ce truc-là, même si elle n'est pas d'aujourd'hui, elle est de plus en plus présente. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Enfin, moi, c'est un débat, effectivement, sur lequel je me positionne très souvent de la même façon que toi. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas forcément besoin de plus de reconnaissance que la génération d'avant, etc. C'est peut-être une façon de l'exprimer ou le niveau d'exigence. Mais bon, donc ça, c'est hyper vrai. Intéressant. Et le sujet de l'équité, heureusement, effectivement, il prend de la place et il amène pas mal de pratiques vertueuses aussi. Et il contribue à l'engagement. Donc finalement, ça pousse un peu les entreprises progressivement à faire des progrès aussi sur tous ces sujets. Je suis d'accord. En fait, il nous pousse vraiment à aller dans le bon sens, même si on parle de sujets beaucoup plus larges, mais de développement durable. Enfin, il pousse les entreprises à se poser des questions que pendant longtemps, elles ont pu mettre un peu de côté parce que le rapport au travail était différent. Et puis même sur le management, les sciences cognitives ont quand même énormément changé, enfin apporté à ces sujets, et tant qu'on continuera un peu à fermer les yeux et considérer que la Gen Z en gros sont difficiles à manager, c'est dommage. En réalité, c'est une opportunité pour l'entreprise aussi. C'est clair. On se rappelle qu'on disait la même chose de notre génération. Donc, voilà, de temps en temps, ça fait du bien de se le redire. C'est assez facile sinon. J'ai une question pour clôturer un peu ce sujet. Il y a des personnes qui nous écoutent, qui doivent être des RH d'entreprises, qui ont déjà beaucoup bossé sur les sujets d'engagement, mais qui sont en quête de se re-questionner. Il y en a qui font probablement partie d'entreprises qui démarrent sur ce sujet-là et qui commencent à se poser des questions sur l'engagement. Ce serait quoi les conseils que tu aurais envie de donner justement à certains de tes homologues d'autres entreprises plus ou moins matures sur le sujet? Moi, le premier conseil que je donnerais, c'est vraiment de mettre en place un outil. Ça peut aussi faire peur je sais pas si c'est le mot, mais parce que oui, on va se retrouver avec énormément de données, énormément de feedback. Est-ce qu'on va réussir à les synthétiser? Est-ce qu'on va réussir à agir derrière? Mais sans cet outil, ça restera toujours un peu de l'ordre du ressenti et pas forcément suffisamment objectif. Et puis, je pense qu'aussi, il faut absolument impliquer les managers dans la façon dont on adresse ce sujet, les managers, la direction, le CEO aussi. Parce que parfois ça implique des sujets qui sont vraiment entre les mains de la leadership team, donc ils doivent être alignés, ils doivent être OK. Je pense que c'est très intéressant de vraiment donner accès aux managers pour leur équipe, de leur laisser aussi un peu un terrain de jeu et des possibilités de proposer eux aussi des choses, donc avoir une vraie ouverture sur le sujet. Sinon, ça sert à rien. S'il n'y a pas une ouverture suffisamment grande des managers de la direction, ça va être un vœu pieux, ce sera juste des feedbacks qu'on recevra et il y a aussi un réflexe parfois de certains de rejeter, de pas entendre, de vouloir un peu dire bon oui, elle dit ça mais c'est parce que elle n'est pas performante ou autre. Bon, là la masse fait que ça devient déjà plus difficilement contestable, mais donc il faut être ouvert. C'est un outil de feedback et on dit toujours que le feedback
et intéressant lorsque la personne qui le reçoit est ouverte à le recevoir. C'est sûr que quand on est manager et qu'on ouvre l'outil et qu'on voit qu'il y a une pièce de son équipe qui est faible, c'est sûr que ça fait bizarre, hein. Oui, j'imagine. Donc il faut être ouvert et prendre ça comme un cadeau, comme l'expression le dit. Ouais, mais un peu de la même façon que sur les approches du coup plus individuelles pour les managers type 360 degrés, où tout le monde sait qu'il faut le faire pour se développer. Et en même temps, il y a toujours beaucoup d'appréhension de je sais que c'est bien, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'entendre ça maintenant C'est vrai. Feedback. Et c'est très naturel. Et là, c'est un niveau beaucoup plus collectif qui peut être super riche pour l'entreprise, pour identifier des tendances. Mais je pense qu'il y a des moments où c'est assez naturel, où les entreprises se disent est-ce qu'on a vraiment envie de le faire là? Ouais, c'est vrai, c'est très vrai. C'est une très bonne comparaison, les 360, oui. Est-ce qu'il y a, et c'est ma dernière question, c'était déjà ma dernière, mais du coup, c'est vraiment la dernière Bien cette sûr, fois-ci, c'est pas promis. de problème. Est-ce qu'il y a des idées reçues que tu entends souvent sur le sujet de l'engagement, ou des fausses bonnes idées, en fait, quelque part, et voilà, que tu as envie de partager aujourd'hui? C'est difficile à dire. Les idées reçues, j'en entends surtout. Alors, c'est pas directement l'engagement, c'est plus sur cette question générationnelle. Et donc, oui, est-ce que par rapport à l'engagement, si je devais le lier, est-ce que cette nouvelle génération n'a pas des attentes trop élevées? Est-ce que c'est pas une génération un peu de, parfois je l'entends, un peu de dilettante, qui veut moins travailler, qui veut moins, alors qu'en réalité, je pense que ce qui les drive, eux, c'est justement l'efficacité. Voilà, mais sur l'engagement en tant que tel, non, peut-être aussi que c'est un concept assez difficile à palper, alors que à nouveau, ces outils permettent vraiment de le mesurer et de l'objectiver. On retient effectivement avec l'importance que l'ensemble de la leadership team soit vraiment sponsor et ouverte aux résultats. Sinon, effectivement, ça servira pas à grand chose. Merci beaucoup. Déjà, c'était hyper riche et puis finalement assez concret en fait dans la façon d'aborder ce sujet. Moi, j'en retiens quand même pas mal d'éléments. Merci beaucoup, Chloé. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour le prochain épisode. Et d'ici là, n'hésitez pas à réécouter les épisodes précédents ou à consulter la fiche synthèse qui reprend les points principaux de cette conversation et que vous retrouverez sur notre site internet. À bientôt!